Nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Apprendre à répondre aux questions pièges des recruteurs ». Tout est dans le titre et nous allons voir que ces questions pièges peuvent être étonnantes, intrigantes et en tout cas déstabilisantes pour les candidats. Donc j'accueille Nathalie Fogelsinger-Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en communication et coach de carrière et vous accompagnez régulièrement des candidats dans la valorisation de leurs compétences pendant un entretien, tant au niveau du comportement que de la relation et également du discours. Donc, première question, pourquoi les recruteurs posent-ils ces fameuses questions pièges et est-ce que ces questions sont réellement des pièges ? Alors tout d'abord, pour commencer, une question piège, on peut dire que de façon générale, c'est une question à laquelle on ne s'attend pas. Donc toute question peut être une question piège à partir du moment où on ne l'a pas préparée. On verra un petit peu plus loin que c'est aussi beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi les recruteurs posent-ils ces questions? Tout simplement parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un recrutement coûte extrêmement cher à l'entreprise et que le rôle du recruteur est de limiter les risques. Donc il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour être sûr que le candidat qu'il a en face de lui correspond bien au candidat qu'il recherche. Pour cela, il a la possibilité effectivement de vérifier le CV, d'aller appeler les employeurs précédents, mais aussi d'observer la façon dont le candidat se comporte et lui poser des questions un petit peu plus inattendues pour voir comment la personne va réagir, qu'est-ce qu'elle va révéler d'elle-même qui n'était pas lisible auparavant, notamment sur le CV, et dans quelle mesure cette personne, ce candidat, est cohérent. Puisqu'à partir du moment où on déstabilise une personne, c'est beaucoup plus difficile de mentir, pour caricaturer, de ne pas être authentique. Donc en fait, quand on vous pose une question piège, vous avez tendance à retrouver votre vraie nature puisque vous entrez dans une période de stress. Donc le premier objectif, c'est effectivement d'essayer d'être en face du candidat tel qu'il est et non tel qu'il a envie de se présenter. Alors, on dit souvent que les premières secondes sont essentielles pour faire une première bonne impression, souvent dans un entretien de vente. Est-ce que ces premières secondes et cette première bonne impression est également importante dans un entretien d'embauche ? Absolument. L'entretien d'embauche est une rencontre entre deux personnes. Donc, il en va de même pour toutes les rencontres. Il y a deux moments qui sont extrêmement importants parce qu'ils restent imprégnés dans la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'effet de priorité, les premiers moments où vous rencontrez la personne, et l'effet de récence, qui sont les derniers moments de la rencontre. Donc effectivement, pendant un entretien de recrutement, les premières impressions sont imprimées à jamais dans l'esprit du recruteur et c'est celles qui vont compter. C'est pour cela que l'apparence est extrêmement importante puisque encore une fois, le recruteur va, comme toute personne, va marcher avec des stéréotypes. C'est donc le trait le plus caractéristique de vous-même, en tout cas de ce qu'on peut saisir de vous-même par votre apparence, qui va être gardé en mémoire. Donc si vous avez l'air extrêmement strict parce que vous avez un tailleur, et si vous êtes une femme, les cheveux tirés et le visage un peu tendu, on va garder de vous que vous êtes quelqu'un d'un peu tendu, un peu rigide, même si par ailleurs vous avez plein de qualités. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, il va y avoir cet effet des stéréotypes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces premières minutes, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces tout premiers instants? Il va y avoir la façon dont vous regardez votre interlocuteur. Est-ce que vous le regardez dans les yeux? Est-ce que vous vous dérobez? Est-ce que vous êtes plutôt en repli sur vous-même? Est-ce que vous êtes plutôt en ouverture sur l'autre? Est-ce que le rythme de votre parole ou l'absence de parole, ça va être autant d'éléments qui vont orienter le recruteur vers ces questions pièges, puisque ces questions pièges vont être là aussi pour confirmer ou infirmer les premières impressions. Il faut quand même se rappeler que le but d'un
d'un recruteur, c'est quand même de mettre à l'aise le candidat. Donc bien sûr, comme dans toutes les professions, il y a des pervers et des sadiques. Il y a aussi des gens qui viennent d'apprendre des outils de communication et d'écoute et qui vont vouloir essayer très très maladroitement leur dernier outil. Mais généralement, on s'arrête quand même pas à la première impression, mais les questions qui vont venir par la suite vont venir justement pour aller creuser un petit peu ces premières impressions. Donc oui, tout est joué et non, tout n'est pas joué. Parce qu'on peut aussi jouer sur la surprise, tout dépend du profil du poste. D'accord. Et si on continue sur cette première impression, est-ce que les questions pièges ou embarrassantes sont d'autant plus nombreuses que quelque part on a un peu raté cette première impression? Alors, il faut savoir que tout ce qui va intriguer le recruteur va donner lieu à des questions. Donc, plus vous apparaissez énigmatique, plus vous surprenez votre interlocuteur, et plus ça va générer de la méfiance chez lui. Donc, il va encore une fois utiliser tout ce qui est possible pour aller gratter derrière cette impression. C'est vraiment son travail. Donc, à vous, dans un premier temps, de rassurer, encore une fois, comme je le disais dans un autre module, un des objectifs du candidat, c'est de rassurer le recruteur sur les compétences qu'il attend de vous. Donc, charge au candidat de l'exprimer immédiatement dans les premiers instants et de les confirmer tout au long de l'entretien. Et ce qui va être compliqué, c'est quand la première impression est en rupture complètement avec la façon dont va se dérouler l'entretien. Et je dirais que c'est peut-être la configuration la plus compliquée. En tout cas, ce n'est pas la meilleure pour être retenue pour les entretiens suivants. D'accord. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail, vraiment, de chaque question piège que peuvent nous poser les recruteurs. Alors, quelles sont-elles, ces fameuses questions pièges? Alors, il faut savoir que la créativité des recruteurs est sans limite. Donc, en fait, il n'y a pas de questions pièges type. Sinon, ce ne seraient plus des questions pièges. On les travaillerait avant et on saurait quoi répondre. Donc, en fait, les questions pièges, on peut quand même dire que c'est souvent des questions qui sont liées à l'intime, à la vie privée. Parce que même si on sait que la législation interdit de poser des questions sur la vie privée, à moins qu'elles aient une incidence très très particulière sur le profil du poste, un candidat va pas dire non, je ne veux pas vous répondre parce que c'était pas la législation. Donc les questions pièges, ça peut être effectivement, êtes-vous marié, avez-vous des enfants, quelle est votre religion, que font vos parents. Donc comment on fait pour s'en sortir quand on pose des questions et qu'on ne veut pas répondre, non, vous n'avez pas le droit, qui est quand même assez agressif, de répondre à cette question. Donc en fait, il faut toujours trouver des parades. Donc en fait, la parade, c'est trouver quelle qualité je peux montrer en ne répondant pas à cette question. Et notamment pour ce qui relève de l'intime, moi je propose la parade de la confidentialité. Parce qu'en fait, c'est se poser la question, pourquoi il me pose cette question? Et souvent en fait, c'est lié à la confidentialité. Donc quand on vous pose des questions sur l'intime, la parade c'est de répondre, moi je suis quelqu'un qui sait garder des informations confidentielles. Aussi bien aujourd'hui je ne vous parlerai pas de ma vie intime que demain quand je serai dans votre entreprise, je ne parlerai pas de ce qui s'y passe. Donc voilà, ça c'est une façon de s'en sortir par rapport aux questions révélant de l'intime. Après, si le recruteur insiste, ça vous donne des informations sur la façon dont vous serez traité dans l'entreprise plus loin. Le deuxième type de questions pièges quand même, ça va être des questions sur l'absence de référence. Donc aujourd'hui, on encourage vraiment les gens à mettre pour les candidats, pour chaque expérience, un référent. Seulement, si vous mettez un référent pour une expérience professionnelle, il faut en mettre pour tous les référents. Donc les questions pièges vont porter sur « Ah bah tiens, pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cette… vous n'avez pas de référent pour cette… pour cette expérience. Donc, c'est là que la préparation, elle est extrêmement importante. Il faut avoir une réponse qui puisse faire sens. Et si ça s'est vraiment mal passé, il vaut mieux dire ça s'est vraiment mal passé, auquel cas vous faites la preuve de votre franchise, qui peut être une qualité professionnelle, éventuellement, dans votre futur poste, sauf si effectivement c'est un poste qui demande d'être extrêmement diplomate. Donc tout ça, c'est vraiment à évaluer. Ensuite, le type de questions pièges qu'on peut trouver, c'est des questions abstraites du type projectif.
Tiens, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Pourquoi vous avez choisi cette couleur de cravate? Alors, effectivement, si vous travaillez dans un milieu créatif, ça ne va pas du tout vous poser de problème, mais si vous venez là pour être comptable, ça peut parfois vous surprendre. Donc la parade, c'est d'être dans la description, jamais être dans la projection. Encore une fois, vous n'êtes pas là dans un entretien psychologique, donc vous dites, ben, je vois un arbre avec des branches, c'est marron, c'est sur une feuille carrée. Voilà, c'est la façon de se sortir de ces questions pièges. Après, on va trouver effectivement la question qui va bloquer par excellence, c'est « parlez-moi de vous ». Alors là, généralement, c'est tellement large. Qui êtes-vous? C'est tellement large. C'est encore une fois la raison pour laquelle il faut recadrer. C'est pas parlez-moi de vous, mais parlez-moi de la personne que vous êtes, vous, pour prétendre au poste qu'on vous propose. Donc, il faut toujours recadrer. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? Je l'ai dit précédemment, il faut avoir travaillé et que les raisons pour lesquelles vous l'avez quitté sont des compétences utiles pour le poste à pourvoir. Savez-vous dire non? Donc là, ça va être une question sur l'affirmation. Est-ce que vous êtes capable de vous affirmer? Et comment vous allez dire non? Donc en fait, c'est toujours cette façon. C'est quelle qualité je peux montrer en répondant par l'affirmative ou la négative, qui est un exercice qui est assez difficile. Ensuite, on va avoir des questions comme quel est votre plus gros échec? Quelle est la question que je ne veux pas qu'on vous pose, que vous ne voulez pas qu'on vous pose? Et là, je vous conseille vraiment, avant tout entretien, de répondre à cette question. Quelle est la question que je ne veux pas qu'on me pose? Parce que vous êtes sûr qu'on va vous la poser déjà, la plupart du temps, et parce qu'elle révélera de votre zone de fragilité, donc de ce que vous avez à travailler. Ou encore, où vous voyez-vous, ça c'est assez classique, où vous voyez-vous dans 3, 5, 10 ans. Donc c'est assez difficile, donc il faut encore une fois l'avoir préparé. Il y a également un certain nombre de questions qui sont peut-être un petit peu plus difficiles pour un certain type de candidat. C'est tout ce qui concerne l'âge, par exemple. Alors, est-ce qu'on est trop jeune? Est-ce qu'on est trop vieux? Comment répondre à ce genre de questions? Alors effectivement, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a jamais le bon âge. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir des modèles de réussite qui correspondent à notre âge. Soit parce qu'on a 25 ans, mais on prend un exemple d'un super jeune qui a réussi indépendamment de son âge, et idem pour une personne qui est senior. Trouver quelqu'un, trouver un modèle qu'on peut partager avec son interlocuteur pour parler des compétences qui sont demandées. C'est souvent le dynamisme, la créativité, l'adaptabilité, etc., etc. Au niveau de l'éloignement entre le domicile et le poste à pourvoir, donc le lieu de l'entreprise, est-ce qu'on peut également avoir un certain nombre de questions embarrassantes? Oui, tout à fait. Et il ne faut absolument pas sous-estimer de l'impact qu'il y a sur le succès d'une candidature, l'éloignement du lieu de travail. Parce que là, on pose le problème de l'éventuelle absence. Donc en fait, la parade, c'est de dire, voilà, moi, si j'habite loin, mais en cas de problème, j'ai un plan B. C'est avoir un plan B. D'accord. Pour rassurer le recruteur sur la régularité de la présence et la disponibilité. On est également dans une période où sur un CV, il peut y avoir un certain nombre de trous. Est-ce que les recruteurs pointent toujours ces trous et comment faire pour les justifier? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, la plupart des gens ont connu des périodes de non-emploi. Donc on va dire c'est beaucoup plus accepté qu'il y a 15 ans. Il n'en reste pas moins que il faut absolument pouvoir montrer que ces périodes de trous ne correspondent pas à des maladies, à des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'en fait, l'employeur, il a besoin de savoir que s'il vous emploie, est-ce que vous n'êtes pas en train de cacher que finalement, dans un mois, vous allez retomber en dépression nerveuse ou que vous allez retomber dans une maladie chronique qui va faire que vous allez être absente pendant un mois ou 2 mois. Donc en fait, l'idée, c'est de donner des informations sur ces trous qui disent que vous allez être disponible et que peut-être vous en avez profité pour apprendre des choses. Donc c'est faire en sorte que ces trous correspondent à des périodes de développement. J'ai appris telle chose, j'ai fait telle chose. Alors ça, c'était côté trous dans le CV. Il y a également un autre type de CV qui est assez classique, donc c'est où les postes s'enchaînent et où il y en a une multitude, où quelque part on ne reste pas très longtemps dans la même entreprise. Est-ce que ça c'est pareil? Il faut savoir justifier pourquoi on a enchaîné autant de postes? Alors de la même façon que pour les trous dans le CV, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude des gens qui vont changer d'entreprise d'une façon assez fréquente parce qu'il y a des fermetures d'entreprise, parce que c'est le rythme, parce que aussi il y a des management
projet où effectivement on sait que ça va durer 3 ans. Ceci dit, il y a enchaînement et enchaînement. C'est vrai que si sur 2 ans vous avez 15 postes pour un commercial, même si vous êtes commercial, c'est un peu compliqué. Donc c'est une vraie difficulté. C'est pas forcément la meilleure configuration d'enchaîner les postes. Ceci dit, bon, on peut toujours trouver une explication à tout ça, mais ça va pas être facilitateur. D'accord. Et est-ce qu'il faut que le candidat ait, lors des entretiens, tous les documents pour prouver son diplôme, son permis et tout ce qui est inscrit en fait dans le CV? Il vaut mieux les avoir. Si on vous les demande, c'est toujours mieux de pouvoir dire oui à une question qu'on vous pose. Donc, ça ne pose pas de problème en soi. Donc, moi, je dirais, autant avoir tous les documents avec soi. Et puis, c'est assez rassurant sur la réactivité du candidat, sur sa crédibilité. Ça peut apporter que des choses positives. Et dans tous les candidats que vous accompagnez donc au quotidien, est-ce qu'il y a un certain nombre de conseils pratiques que vous leur donnez pour justement bien répondre à toutes ces questions pièges? Alors, j'ai déjà donné énormément de conseils pratiques. Donc, celui que je donnerai ici à la fin de cette intervention, c'est de réfléchir effectivement à l'image qu'on veut donner de soi. Ça s'appelle le personal branding, c'est-à-dire comment je communique sur mon image. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chercher un emploi, c'est devenu quelque chose d'extrêmement professionnel. C'est presque, ça demande des compétences extrêmement pointues. Il y a une telle concurrence que effectivement il faut réfléchir à qui je suis, comment je veux le montrer, comment je veux communiquer par rapport à ça. Et le côté positif, c'est que ça permet de prendre du recul par rapport à la recherche d'emploi, donc d'être beaucoup plus disponible dans les entretiens parce qu'on se sent moins attaqué en tant qu'individu. Donc c'est ça le conseil. Le conseil, c'est sachez qui vous êtes et ce que vous avez envie de montrer de vous-même et ce que vous n'avez pas envie de montrer de vous-même. Eh bien, Madame Fogelsinger-Martinez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.